Les parents de ma fiancée m'ont piégé avec un mensonge. Ils ont affirmé que je n'étais pas digne d'elle. Alors j'ai tout annulé. Et c'est précisément à ce moment-là que leur plan, si soigneusement orchestré, s'est effondré, et ce, sous les yeux de tous. J'ai 28 ans, je suis un homme sans prétention, avec un emploi de bureau stable, un appartement modeste mais confortable, et une vie que je considérais jusque-là comme plutôt simple et bien tracée. Il y a environ un an, j'ai rencontré une femme qui, je le croyais sincèrement, allait devenir celle avec qui je construirais l'avenir. Appelons-la Emma, elle a 26 ans. Elle avait tout ce que je recherchais, une tête bien faite, de l'humour, une façon d'être qui me donnait l'impression que rien ne pouvait m'arrêter. À ses côtés, je me sentais capable d'affronter n'importe quoi. Nous sommes restés ensemble un peu plus d'un an avant que je ne lui fasse ma demande. Rien d'extravagant, juste un moment à deux, simple et sincère. Elle a dit oui. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'avais trouvé ce que beaucoup cherchent toute une vie. Quelques semaines plus tard, ses parents ont organisé une fête de fiançailles dans leur maison. Rien de pompeux, juste quelques proches, famille et amis. Sur le moment, tout semblait parfait. Mais en y repensant, je réalise qu'il y avait des signaux, des détails que je n'ai pas relevés tout de suite. Sa mère, notamment, avait une manière un peu étrange de me parler. Des phrases comme « C'est bien qu'Emma ait trouvé quelqu'un de stable, elle a besoin d'un homme fiable ». Ou encore « Tu dois avoir du mérite à réussir seule, sans appui familiaux ». Sur le coup, je pensais qu'elle essayait d'être gentille à sa façon, un peu gauche peut-être. Mais avec du recul, je comprends que c'était surtout une manière déguisée de me juger. Son père, lui, paraissait plus détendu. Mais il était évident qu'il laissait son épouse décider de tout. Et puis il y avait ses frères. Plus jeunes qu'elle, mais avec une attitude de grand frère possessif. On aurait dit qu'ils me voyaient comme un intrus venu leur voler leur sœur. Honnêtement, rien de tout cela ne m'a vraiment dérangé. J'aimais Emma. Et je me disais que, comme dans beaucoup de familles, les choses finiraient par s'apaiser une fois mariés. Je pensais qu'avec le temps, il finirait bien par m'accepter. C'est ce que je croyais. 8 mois plus tard, pendant nos fiançailles, le climat a commencé à changer. Subtilement d'abord. Emma est devenue plus distante, sur la défensive. Elle me posait des questions bizarres, presque méfiantes, « Avec qui as-tu déjeuné aujourd'hui ?» ou « Pourquoi tu ne m'as pas répondu pendant ta pause ?» Je mettais ça sur le compte du stress. C'est vrai, organiser un mariage, c'est lourd. Mais un samedi après-midi, elle est arrivée chez moi avec un air que je ne lui connaissais pas. Elle semblait fermée, comme si elle avait passé la journée à se préparer pour une confrontation. Son téléphone à la main, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a lancé « Il faut qu'on parle ». 4 mots. 4 petits mots qui, dans une relation, font souvent plus peur qu'un silence prolongé. Je ne sais pas pour vous, mais ces mots-là annoncent rarement quelque chose de bon. J'ai posé mon portable, calmement, et j'ai demandé ce qu'il se passait. Sans un mot, elle a tendu son téléphone devant moi. L'écran affichait des photos floues, visiblement prises de loin, où l'on me voyait sortir d'un restaurant avec une femme. J'ai mis quelques secondes à comprendre. Des clichés de qualité douteuse, comme on en voit dans les tabloïds. J'ai soupiré. C'est Sarah, une collègue. On a déjeuné ensemble la semaine dernière. Pourquoi? Emma a croisé les bras, le regard dur. Tu ne trouves pas ça étrange? Que tu ne m'en aies même pas parlé? Que tu sortes avec une autre femme sans rien dire? Elle parlait avec une froideur que je ne lui connaissais pas. Et là, j'ai compris qu'elle me soupçonnait réellement d'infidélité. Ça m'a glacé. C'était Emma, celle qui me regardait autrefois avec tendresse, comme si j'étais son pilier. Maintenant, elle me fixait comme si j'étais un parfait inconnu, comme si tout ce que nous avions construit ne comptait plus. Je lui ai dit, en essayant de rester posé, c'était un simple déjeuner. On a parlé boulot. C'est tout. Mais elle ne voulait rien entendre. Tu crois que je suis naïve? Tu me mens en pleine face. Comme tous les autres. J'ai senti une pointe de colère monter. Je n'arrivais pas à comprendre comment elle pouvait croire cela. Tout ce que j'avais fait pour elle, toute la sincérité, envolée. Emma, je te dis la vérité. Sarah est une collègue. On a échangé des mets pour fixer ce déjeuner. Si tu veux, je peux te les montrer. Elle n'a même pas cligné des yeux. Des mets? Tu crois que ça va me rassurer? Tu veux me prouver quoi? Que tu as bien organisé ton mensonge? Et là, j'ai eu cette sensation étrange, celle d'être piégé dans un mauvais téléfilm. Peu importe ce que je disais,
Elle ne voyait que ce qu'elle avait décidé de voir. Et dans son scénario, j'étais le coupable. Emma, écoute-moi. Il ne se passe rien entre Sarah et moi. Je t'aime. Je ne te ferai jamais ça. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Elle a laissé échapper un petit rire amer, qui ne ressemblait en rien à ce que je connaissais d'elle. Pourquoi je ne te fais pas confiance? Peut-être parce que tu me mens depuis le début. Je me suis redressé, choqué. Je t'ai déjà menti? Dis-moi quand. Tu me connais, Emma. Tu sais que ce n'est pas moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'a regardé droit dans les yeux, sans cligner. Son ton était glacial. Te connaître? Aujourd'hui, j'en doute. J'ai l'impression de ne plus savoir qui tu es. Cette phrase-là, je ne vais pas mentir, elle m'a coupé le souffle. Allez Emma, réfléchis une seconde. Dis-moi, quand est-ce que je t'ai donné une seule vraie raison de ne pas me faire confiance? Tu vois quelques photos de mauvaise qualité et, d'un coup, je deviens un menteur? Pourquoi tu n'as pas simplement commencé par me poser la question? Tu sais bien que je t'aurais dit la vérité. Elle a secoué la tête, comme si je ne valais même pas la peine qu'elle réponde. Pourquoi je le ferais? J'ai vu les photos. Ça me suffit. Sérieusement? Tu vas remettre en cause tout ce qu'on a vécu à cause de ces images floues? Tu n'as même pas pris le temps de me demander de quoi il s'agissait. Tu as sauté directement à la pire conclusion possible. Comme si tu n'attendais qu'une excuse pour m'enfoncer. Son visage était froid. Fermé. Presque méconnaissable. Et pendant un instant, je me suis demandé si je l'avais un jour réellement connue. Elle ne bronchait pas. C'était comme si, dès l'instant où elle avait franchi cette porte, elle m'avait déjà condamné. Et rien de ce que je pouvais dire n'y changerait quoi que ce soit. Et là, j'ai commencé à comprendre. Ce n'était pas juste une dispute, ni un simple malentendu. Elle ne réagissait pas comme quelqu'un de blessé, elle me regardait comme si j'étais la pire personne sur Terre. Comme si elle voulait y croire. J'ai essayé de rester doux. Emma, ce n'est pas toi ça. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi tu fais ça? Mais toujours rien. Le même regard fermé. Alors j'ai tenté un coup de poker. Laisse-moi deviner. C'est ta mère qui est derrière tout ça, non? C'est elle qui t'a mis ces idées en tête, qui t'a montré ces photos bidons. Et maintenant tu fonces tête baissée. Sa mâchoire s'est contractée. Elle n'a pas prononcé un mot. Mais elle n'en avait pas besoin. Son silence disait tout. Waouh, ai-je murmuré en ricanant avec amertume. Donc c'est comme ça. Ta mère te montre deux clichés flous, et soudain je suis le salaud de service. Tu préfères croire ces insinuations plutôt que mes paroles. Après tout ce qu'on a vécu ensemble. Elle n'a même pas sourcillé. Elle restait là, figée, comme si elle avait déjà tourné la page. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris que je perdais mon temps. Le problème, ce n'était pas ces photos. Elle avait déjà fait son choix. Quelqu'un l'avait influencée, et cette personne lui avait empoisonné l'esprit. Et aussi douloureux que cela ait été, je n'avais encore rien vu. Car les choses allaient empirer. J'étais encore assis, tentant d'absorber ce qui venait de se passer, quand j'ai entendu frapper à la porte d'entrée. Non, pas frapper. Marteler. Comme si quelqu'un voulait l'enfoncer. Avant même que je puisse demander qui c'était, la porte a volé en éclats. Et là, ils sont apparus. Le père d'Emma et ses deux frères. Visiblement furieux. Et j'ai tout de suite compris qu'il n'était pas venu pour discuter calmement. Son père m'a pointé du doigt et a hurlé, « Tu t'es joué du cœur de ma fille, espèce de pourriture. Tu crois que tu peux la traiter comme ça et t'en sortir ?» Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé à fuir. Pas parce que j'avais peur. Mais parce que je savais que discuter n'avait plus aucun sens. Ils n'étaient pas là pour entendre ma version. Ils étaient là pour me punir. Pour quelque chose que je n'avais même pas fait. Et le pire, c'est qu'Emma était là. Debout. Et qu'elle regardait tout sans rien dire. J'étais pris de court. Qu'est-ce que vous racontez? Ai-je lancé en essayant de garder mon calme. Il y a un énorme malentendu. Je n'ai jamais trompé Emma. Ces photos ne veulent rien dire. Vous vous trompez. L'un de ses frères s'est avancé, en faisant craquer ses phalanges, comme s'il attendait ce moment depuis des semaines. Franchement, on aurait dit un acteur qui se préparait pour un film de gangster. Il a lâché, ah ouais? Donc maintenant tu dis que ma sœur ment? Tu la traites de menteuse en face de moi? J'ai reculé d'un pas,
les mains levées. Non, je ne dis pas ça. Je dis que quelqu'un lui a bourré le crâne avec de fausses informations. Je n'ai rien fait de mal. Donnez-moi 2 minutes et je vous prouverai tout. Mais ils ne voulaient pas de preuves. Leur verdict était déjà prononcé. Le père d'Emma s'est approché, furibond, et m'a crié au visage, « T'es un menteur. Une ordure. » C'est aussi simple que ça. Des types comme toi ne méritent pas des femmes comme ma fille. Et puis, le premier coup est tombé. Venu de nulle part. En pleine mâchoire. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Le deuxième frère m'a attrapé par le col et m'a plaqué contre le mur. La lampe sur la table s'est écrasée au sol. Et une douleur vive m'a traversé l'épaule. Du coin de l'œil, j'ai vu Emma. Elle était là. Bras croisés. Spectatrice. Comme si elle regardait une émission de télé-réalité bas de gamme. Sans la moindre émotion. Sans la moindre tentative d'arrêter quoi que ce soit. Comment pouvait-elle laisser faire ça? Comment pouvait-elle me voir me faire frapper et rester silencieuse? J'ai essayé de me défendre. Mais j'étais seul contre 3. Ils criaient, accusaient, frappaient. C'était comme s'ils attendaient depuis longtemps une excuse pour me démolir. Avoue-le, a crié l'un d'eux. Avoue que tu l'as trompé. Je n'ai rien fait, ai-je crié en retour, tout en esquivant un nouveau coup. Je le jure, je ne l'ai pas trompé. Mais peu importait ce que je disais. Rien ne comptait plus. Ils n'étaient pas là pour écouter. Ils étaient là pour me punir. À un moment, je me suis retrouvé au sol, tentant de protéger mon visage pendant qu'ils me donnaient des coups de pied. Mes côtes me brûlaient et ma tête tournait. Étendu là, à moitié conscient, j'ai fini par abandonner l'idée de me défendre. À quoi bon? Ils ne voulaient pas entendre la vérité. Ils voulaient juste quelqu'un à accuser. Et aussi fort que j'ai voulu me relever, ce qui m'a le plus fait mal, bien plus que les coups, c'est cette trahison silencieuse, voir Emma me regarder sans bouger, sans dire un mot. Et puis, aussi soudainement que ça avait commencé, tout s'est arrêté. Son père s'est penché au-dessus de moi, haletant, pendant qu'un des frères le retenait. C'est bon, a-t-il dit. On s'en va avant de lui faire vraiment mal. En se dirigeant vers la porte, son père s'est retourné vers moi. Si je te revois près de ma fille, je ne me retiendrai pas, considère ça comme un avertissement. Emma était dans l'embrasure de la porte. Elle me regardait. Elle n'avait pas l'air bouleversée, ni inquiète. Non. Elle était froide, distante. Comme si ça ne lui faisait rien de me voir allongé là, le visage tuméfié, du sang au coin des lèvres. Les fiançailles sont rompues, a-t-elle dit. Tu devrais t'estimer heureux qu'ils ne t'aient pas cassé les os. Et ils sont partis. Juste comme ça. J'ai mis un moment à retrouver mon souffle, à réaliser ce qui venait de se passer. Le salon était sens dessus dessous. Meubles renversés, lampes brisées, du sang sur la moquette. J'ai tenté de me relever, mais mon corps avait l'impression d'avoir été percuté par un camion. J'ai fini par ramper jusqu'à mon téléphone et appeler un ami pour m'emmener à l'hôpital. Le médecin m'a soigné. Quelques côtes fêlées, une lèvre éclatée, une légère commotion. Il m'a demandé ce qui s'était passé. Quand je lui ai raconté, il a juste secoué la tête. Vous devriez porter plainte, m'a-t-il dit. Des gens comme ça ne s'arrêtent pas tant qu'ils ne subissent pas de conséquences. Je ne savais pas quoi faire. J'étais en ébullition. Les poings serrés si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Une partie de moi avait envie d'aller frapper à leur porte et de leur faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'ils m'avaient infligé. Mais je me suis forcé à rester maître de moi. Même si la colère me rongeait de l'intérieur comme un feu impossible à éteindre. Oublier, laisser couler? Hors de question. On m'avait piétiné, accusé à tort, traité comme si je ne valais rien, trop longtemps. Cette fois, il ne s'en sortirait pas. Pas sans réponse. Quand j'ai quitté l'hôpital, ma décision était prise. Je n'allais pas les laisser m'écraser. Ce n'était pas juste une question de bagarre. C'était une question de respect. De dignité. De me défendre. Le lendemain, j'ai appelé un ami avocat et je lui ai tout raconté. Il m'a écouté attentivement, puis il m'a dit, tu dois déposer plainte. Et tu dois le faire maintenant. Plus tu attends, plus ce sera difficile de prouver ce qu'ils t'ont fait. Alors je l'ai fait. Je suis allé au commissariat, j'ai déposé ma plainte, et les policiers ont pris en photo mes blessures. Ils ont été à l'écoute. Ils hochaient la tête pendant que je racontais. Ils m'ont assuré qu'ils enquêteraient.
Mais ils m'ont aussi prévenu que ce genre d'affaires pouvait prendre du temps. J'aurais dû me sentir soulagé, mais non. Je me sentais vide. La femme avec qui je pensais passer ma vie non seulement avait cru un mensonge, mais elle avait laissé sa famille me frapper sans lever le petit doigt. Je ne savais pas comment tout ça allait évoluer. Mais une chose était claire, je n'allais pas reculer. Ils pensaient pouvoir me faire taire par la peur. Ils se trompaient. Ce n'était que le début. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Au bout du fil, un homme s'est présenté, c'était l'oncle d'Emma. Appelons-le tonton Joe. Je le connaissais à peine. Je l'avais croisé une ou deux fois lors d'événements familiaux. Un homme discret, du genre à rester à l'écart des conflits. Alors quand il m'a dit qu'on devait parler, j'ai répondu d'accord. On a fixé un rendez-vous dans un petit restaurant en bord d'autoroute. Un endroit paumé, presque désert. Quand je suis arrivé, il était déjà installé dans une banquette. Je me suis assis en face de lui. Avant même que je puisse dire bonjour, il s'est penché vers moi et a murmuré, « Tu mérites de connaître la vérité maintenant. » Et quand quelqu'un te dit ça, tu sais que ça ne va pas être anodin. J'ai juste hoché la tête, et je l'ai laissé parler. Il s'est avéré que toute cette histoire n'était pas un malentendu. Ni un dérapage passager. Non. C'était une vraie machination. Parce que pourquoi se contenter d'un simple conflit familial, quand on peut élever le tout au niveau super vilain, pas vrai? Sa mère ne t'a jamais supporté, m'a dit tonton Joe, en jetant un coup d'œil autour de lui, comme s'il craignait qu'on écoute. Elle essayait de vous séparer depuis des mois. Elle veut qu'Emma épouse un autre type, un ami de la famille, très fortuné, bien placé. Je suis resté là, bouche bée, essayant de comprendre ce qu'il venait de me dire. Attendez, vous êtes en train de me dire que sa mère, quoi? Elle m'a piégé? Il a hoché la tête, l'air un peu honteux, comme s'il se sentait mal d'être lié à cette famille. Elle a engagé quelqu'un pour te suivre, prendre ses photos, et faire croire que tu trompais Emma. Ensuite, elle a commencé à colporter des rumeurs, lui racontant que tu menais une double vie ou je ne sais quelle absurdité. C'est une blague, ai-je soufflé en me laissant tomber contre la banquette. Et Emma a tout gobé sans poser de questions. Il m'a répondu que sa mère était très persuasive, et qu'Emma avait toujours été, disons, influençable. À ce stade, j'étais furieux. Vraiment furieux. Ce n'était pas seulement qu'ils avaient détruit ma relation. Ils avaient bousillé ma réputation, dévasté mon appartement et m'avaient laissé des blessures bien réelles. Tu as des preuves de tout ça? Ai-je demandé en essayant de garder un ton calme. Tonton Joe a hoché la tête, puis a sorti une clé USB qu'il a fait glisser sur la table. Message, email, tout y est. Sa mère n'était pas exactement discrète dans ses manœuvres. J'ai saisi la clé et les remercié, même si je ne savais pas vraiment quoi dire. J'étais sonné en reprenant la route. Dans ma tête, tout se rejouait en boucle. Sa mère avait tout planifié. Littéralement. Et Emma, elle l'avait suivi aveuglément. Quand je suis rentré chez moi, j'étais en ébullition. J'ai branché la clé sur mon ordinateur portable et commencé à défiler les fichiers. Et tout était là. Noir sur blanc. Sa mère envoyant un message à la femme de tonton Joe pour parler d'engager un photographe, disant à Emma qu'un type comme moi n'était pas à la hauteur, et lui expliquant même comment me confronter. Tout y était. Les mensonges. La manipulation. La trahison. J'ai tout transféré à mon avocat et je l'ai appelé tout de suite. Tu ne vas pas en croire un mot, ai-je dit. Il m'a écouté attentivement, puis a dit, là, ça change tout. On ne parle plus simplement d'agression, c'est prémédité. C'est une conspiration. Pour la première fois depuis des jours, j'ai eu l'impression de reprendre le contrôle. Je n'allais pas rester assis à regarder ces gens détruire ma vie. Le lendemain matin, j'ai remis toutes les preuves à la police. Le détective qui a pris ma déposition a levé un sourcil en lisant les messages. C'est assez accablant, a-t-il lâché. On vous recontactera. Entre-temps, la nouvelle s'était répandue dans la famille d'Emma que j'avais porté plainte. Et c'est là que les appels ont commencé. Son père m'a laissé un message vocal disant qu'on devait régler ça comme des adultes. Un de ses frères m'a envoyé un texto, une espèce de pseudo-excuse bancale, disant qu'ils avaient peut-être réagi un peu fort. Et Emma, elle m'a écrit un long message confus, m'expliquant qu'elle était perdue, qu'elle ne savait plus quoi croire. Ah oui? Maintenant elle doute? Et pendant que sa famille me refaisait le portrait, elle n'a pas eu le moindre doute? J'ai tout ignoré. Je n'allais pas les laisser me culpabiliser pour que je retire ma plainte. Ils avaient décidé de jouer sale?
Très bien. Voyons comment ils réagiront quand la justice entre en scène. Mais même si je restais ferme, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une immense déception. Emma était la seule personne en qui j'avais vraiment confiance. J'avais imaginé ma vie avec elle. Et là, elle n'était plus rien. Juste, absente. Pourtant, je n'allais pas les laisser m'écraser. S'ils pensaient que j'allais me coucher, ils se trompaient lourdement. Alors après avoir remis toutes les preuves aux autorités, je me suis dit que les choses allaient devenir sérieuses. Mais je ne m'attendais pas à voir la famille d'Emma paniquer aussi vite. Ces gens sont passés de « on va ruiner ta vie » à « sois raisonnable » en un temps record. D'abord, son père m'a appelé. Je n'ai même pas reconnu le numéro. Mais en décrochant, je l'ai tout de suite reconnu à sa voix. Il semblait nerveux. Eh bien, peut-être qu'on a un peu exagéré, m'a-t-il dit, le ton bien plus doux que la dernière fois qu'on s'était parlé. On devrait en discuter. Pas besoin d'impliquer la police. J'ai failli rire. Le même type qui voulait me casser la mâchoire il y a une semaine voulait maintenant jouer la carte de la discussion posée. Parle à mon avocat, j'ai répondu, sec. Et j'ai raccroché avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit. Ensuite, ce fut au tour de son frère. L'un de ceux qui m'avait frappé. Il m'a envoyé un long message, disant qu'ils avaient juste voulu protéger leur sœur et que les choses avaient dérapé. Il a terminé par cette phrase, « Réglons ça entre hommes, d'accord ?» Parce que bien sûr, les vrais hommes s'introduisent chez les gens pour les tabasser. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Et puis, il y a eu Emma. Elle m'a écrit depuis un autre numéro, et franchement, rien que de voir son nom s'afficher sur mon écran m'a donné la nausée. Son message partait dans tous les sens. Elle disait qu'elle était désolée, qu'elle s'était fait manipuler, que sa mère l'avait convaincue que je la trompais. Je ne savais même pas quoi en penser. Elle a écrit, « Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît ? Tu me manques. » Ouais, non. Je n'allais pas tomber dans ce piège. Où était ce doute quand sa famille détruisait mon appartement et me laissait couvert de bleu? Elle avait eu plein d'occasions de me parler, de me demander ma version. Mais elle ne l'a pas fait. Et maintenant que la vérité éclatait, elle voulait agir comme si de rien n'était. Je l'ai laissée en vue, sans répondre. Pendant ce temps, mon avocat jubilait face aux nouvelles preuves. Ce n'est pas juste un dossier solide, m'a-t-il dit. C'est du béton armé. Ils t'ont agressé en se basant sur de fausses preuves. Les messages montrent clairement une entente. Et tes blessures confirment tout. Ils sont en très mauvaise posture. Entendre ça faisait du bien. Mais je savais que ce ne serait pas réglé en un claquement de doigts. L'enquête policière était en cours, et cela allait prendre du temps. Pourtant, savoir que la loi était de mon côté m'aidait à supporter les appels et les messages constants venant de la famille d'Emma. Quelques jours plus tard, la première grosse avancée est tombée. Mon avocat m'a appelé pour m'annoncer que la police avait émis des mandats d'arrêt contre son père, ses frères et sa mère. Ils étaient inculpés pour agression et conspiration. Et les policiers n'avaient pas perdu de temps. Apparemment, quand ils sont arrivés pour arrêter le père et les frères, les deux excités ont essayé de discuter avec les agents. On défendait notre famille, a crié l'un d'eux. Les flics n'ont pas mordu à l'hameçon. Ils avaient vu les preuves. Ils savaient faire la différence entre une défense légitime et une agression préméditée. Le meilleur dans tout ça? Sa mère ne s'y attendait pas. Elle se pavanait, pensant être intouchable. Et puis bam, les policiers ont débarqué chez elle. D'après ce que j'ai entendu, elle a immédiatement tenté de jouer la victime. Je protégeais ma fille. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Bien sûr. Tu as juste engagé quelqu'un pour me piéger et convaincu ta famille de me passer à tabac chez moi. C'est vrai que ça arrive tous les jours, ce genre d'accident. C'est à ce moment-là qu'Emma a commencé à paniquer. Elle m'a laissé un message vocal, la voix tremblante, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Je te jure, je ne savais pas ce qu'il prévoyait. S'il te plaît, parle-moi. Je dois t'expliquer. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait plus rien à expliquer. Peut-être qu'elle ne savait pas que sa mère avait tout organisé. Mais elle a quand même choisi de croire ses photos truquées, plutôt que moi. Elle ne m'a même pas donné la chance de me défendre, avant de laisser sa famille détruire ma vie. Pour moi, si elle pouvait se retourner contre moi aussi facilement, je ne pourrais plus jamais lui faire confiance. Alors j'ai supprimé le message et bloqué son numéro. À ce stade, sa famille avait probablement compris à quel point la situation tournait mal pour eux. Alors ils ont tenté une nouvelle approche, la corruption. Un de ses cousins,
que j'avais croisé une seule fois à un Noël, est venu me retrouver sur le parking de mon bureau. « Salut mec, on peut parler ?» m'a-t-il lancé, s'approchant comme si on était potes depuis toujours. Je me suis arrêté. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé. « Ils se sentent vraiment mal par rapport à ce qui s'est passé ?» a-t-il dit, les mains levées comme s'il voulait m'apaiser. « Personne ne veut que ça aille jusqu'au tribunal. Ils sont prêts à payer tes frais médicaux, peut-être proposer un arrangement, si tu acceptes de retirer ta plainte. » Je l'ai regardé fixement. Donc ils pensaient pouvoir m'acheter pour que tout disparaisse. « Écoute, je suis juste le messager, » a-t-il répondu en haussant les épaules. Personne ne dit que ce qu'ils ont fait est acceptable. Mais un procès, ça va salir tout le monde. J'ai secoué la tête. Dis-leur que je ne suis pas intéressé. Ils auront tout le loisir de s'expliquer devant un juge. Il avait l'air de vouloir insister, mais pour moi, c'était terminé. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, le laissant planté là. À ce stade, je ne me battais plus seulement pour la justice. Je me battais pour moi. Ces gens pensaient pouvoir chambouler ma vie, détruire ma relation, et s'en tirer sans conséquence. Ils allaient apprendre à quel point ils se trompaient. Dans les jours qui ont suivi leur tentative de pot de vin, Emma s'est remise à me harceler, cette fois à travers ses amis. Messages, mais, appels, rien ne s'arrêtait. Je n'ai pas écouté la plupart des messages, mais il y en a un qui a attiré mon attention. Elle disait vouloir me voir pour mettre les choses à plat. À ce stade, j'en avais terminé avec elle. Mais mon avocat m'a dit que je pouvais accepter de la rencontrer tant que je n'étais pas seul. J'ai donc accepté, non pas pour l'écouter, mais pour clore définitivement cette histoire. J'ai emmené un ami avec moi pour qu'il puisse être témoin de tout. On s'est retrouvés dans un café près du tribunal. Lorsqu'elle est entrée, elle avait l'air complètement brisée. Les yeux rouges, le visage défait, comme si elle venait de tout perdre. Et franchement, c'était un peu le cas. Elle s'est assise en face de moi et s'est mise à pleurer tout de suite. « Je suis tellement désolée » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je ne savais pas ce qu'il prévoyait. Je croyais que tu m'avais trompé. Ma mère m'a convaincu que tu me mentais. » Je suis resté là à l'écouter, sans l'interrompre. Elle a continué à parler de sa peur de sa famille, de la pression qu'elle avait ressentie, de ses regrets. Quand elle a enfin cessé de parler, je me suis penché en avant et j'ai dit, « Si tu m'aimais, tu m'aurais demandé ma version. Tu avais le choix de me faire confiance ou de leur faire confiance. Et tu les as choisis, eux. Ce n'est pas ça, l'amour. » Ses larmes ont redoublé. J'étais perdu, sanglotait-elle. Je ne savais plus quoi faire. J'ai secoué la tête. Perdu ou pas, tu les as laissés me frapper chez moi. Tu étais là, à regarder tout ça comme si de rien n'était. Et maintenant, tu crois qu'un simple pardon va suffire à réparer tout ça? Elle a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée. C'est trop tard, ai-je dit. Ils assument les conséquences de leurs actes, et toi aussi. C'est fini. Ne me rappelle plus jamais. Je me suis levé, je l'ai laissé là en pleurs, et je suis parti avec mon ami. Ce fut la dernière fois que je l'ai vu en personne. Le procès a eu lieu peu de temps après. Mon avocat m'avait bien préparé, et le jour venu, j'étais prêt. J'ai témoigné de l'agression. Comment ils avaient forcé l'entrée de mon appartement, ignoré mes explications, et m'avaient roué de coups jusqu'à ce que je saigne. Le procureur a présenté les messages, les photos de mes blessures, et même la clé USB contenant toutes les preuves de la machination. L'oncle a témoigné lui aussi. Il a raconté tout ce qu'il m'avait dit. Comment la mère d'Emma avait tout orchestré, comment elle avait manipulé tout le monde avec ses mensonges. C'était irréfutable. La défense a fait de son mieux, mais leurs arguments étaient faibles. Son père et ses frères ont prétendu qu'ils défendaient l'honneur de leur famille. Mais le jury n'a pas été convaincu. Sa mère a tenté de minimiser son rôle, en disant qu'elle s'inquiétait juste pour sa fille. Mais les messages racontaient une toute autre histoire. Quand le verdict est tombé au coupable, je n'ai pas ressenti de joie. Pas même du soulagement. Juste, la fin. Comme si ce cauchemar avait enfin pris fin. Son père et ses frères ont écopé de peines de prison pour coups et blessures aggravées. Sa mère a été condamnée pour conspiration. Tous auront un casier judiciaire désormais. Et bon courage pour s'en débarrasser. Emma n'a pas été poursuivie, mais sa réputation, elle, a volé en éclats. Tout le monde dans son entourage savait ce qui s'était passé. Elle est devenue celle qui a cru au mensonge et qui a tout gâché. Après le verdict, elle a encore essayé de me contacter. Je n'ai même pas écouté le message vocal.
J'ai bloqué son numéro et supprimé le message. La vérité, c'est que j'en avais fini avec ce chapitre de ma vie. C'était terminé. Il pensait pouvoir me briser. Mais je m'en suis sorti plus fort. Aujourd'hui, je me concentre sur moi. Je reconstruis une vie où personne ne pourra plus jamais profiter de moi. La justice a été rendue. Et je passe à autre chose. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et à tous ceux qui lisent ceci, qui traversent des moments difficiles ou vivent avec des personnes toxiques, voici mon conseil, sachez ce que vous valez. Ne laissez personne vous faire sentir inférieur ou impuissant. Restez debout. Parce qu'au bout du compte, vous méritez le respect. Et la seule personne qui peut vraiment se battre pour vous, c'est vous.